Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de Droit du numérique actu que vous pourrez retrouver sur Apple Podcast, Deezer et Spotify et aussi sur YouTube. Aujourd'hui, le replay du programme Focus dénommé Réflexion autour de ChatGPT est à l'honneur avec en invité Yannick Menesser et Sabine Vanek-Lepic. On évoquera dans ce podcast la définition du phénomène ChatGPT, ce que c'est, ce que ça n'est pas, la bonne réaction à avoir, moratoire, interdiction, la question de la fracture générationnelle. Va-t-on aussi vers un cyberjuge? Qu'en est-il de la souveraineté européenne? Le RGPD est-il un frein au développement d'un ChatGPT européen? Et enfin, nous terminons avec la question des valeurs face à ChatGPT. Pour toute question ou suggestion, n'hésitez pas à envoyer un message à brice@nouveau.media, nouvo.media. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier numéro d'une nouvelle série de webinars dénommée Focus qui donnera la parole à un panel de personnalités pour évoquer une thématique d'actualité. Je suis Brice Matter, fondateur de Nouveau Média qui propose Droit du numérique actualité. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir de recevoir Sabine Vanek-Lepic et Yannick Menesser pour échanger sur le sujet d'IA depuis presque 6 mois maintenant, ChatGPT, pour y apporter quelques réflexions. Bonjour Sabine, bonjour Yannick. Bonjour. Bonjour Brice. Mais pour commencer, je vais vous rappeler ce qu'est le projet Nouveau Média et Droit du numérique actualité. Droit du numérique actualité est votre nouveau média en ligne qui a vocation à vous proposer de l'information en matière de régulation des nouvelles technologies. Donc ici, on parlera notamment d'intelligence artificielle, de données personnelles, de crypto-monnaies, de NFT, de cybersécurité également, de web. C'est une partie d'un ensemble de médias en ligne appelés Nouveaux Médias, NOUVO, et qui comprend d'autres comptes, parmi lesquels Actu pour propriété intellectuelle, actualité et droit social actu et aussi droit de la famille actu. Dans un premier temps, l'information était principalement basée sur des posts factuels et depuis peu, j'ai le plaisir de vous proposer des webinars d'information, notamment d'un webinar d'actualité et donc désormais maintenant aussi d'un webinar focus. Vous pourrez retrouver tout ça en replay et en vidéo. Vous pourrez également retrouver l'ensemble des informations dans une newsletter. Je partagerai ici le lien pour que vous puissiez vous y inscrire. Alors aujourd'hui, j'ai donc déjà le plaisir de recevoir Sabine Vanek-Lepic, qui est docteur en droit, avocate, professeure de droit spécialisée dans les nouvelles technologies innovantes, donc de blockchain, contrats intelligents, de Web3, de DAO, avec aussi les questions de jetons non financiers, ainsi que toutes les implications de l'intelligence artificielle et notamment sur l'éthique. Tu travailles sur des pans de recherche relatifs au litige du futur. Tu es aussi médiatrice et arbitre qualifié, mais aussi tu es compétente dans tous les modes alternatifs de résolution des conflits. Tu enseignes déjà en France, à Abu Dhabi, notamment à Assas et à Sciences Po et à la Sorbonne, et aussi à l'université d'Ho Chi Minh. Tu fais partie de plusieurs groupes de recherche et de comités scientifiques. Donc, bonjour Sabine. Merci Brice, merci et j'ai hâte d'échanger avec vous deux, avec Yannick en particulier aussi. Yannick Menesser, maintenant, tu es magistrat de l'ordre judiciaire en disponibilité. Tu es chef de division au Conseil de l'Europe. Tu es également maître de conférences associé à l'Université de Strasbourg en droit du numérique et ancien élève de l'IRA de Lille. Tu es aussi magistrat. En tant que magistrat, tu as exercé des fonctions pénales, notamment en matière de lutte contre la cybercriminalité et la contrefaçon. Tu as aussi dirigé au ministère de la Justice un important projet informatique national. Au Conseil de l'Europe, tu as contribué à l'analyse comparative des systèmes judiciaires européens et tu as aussi développé une expertise en matière de transformation numérique, notamment en ce qui concerne la régulation de l'intelligence artificielle. Tu es directeur de la session droit du numérique à l'ENM
et tu es aussi membre du conseil d'administration de l'Institut Présage. Donc, encore une fois, et tu as aussi écrit un ouvrage, L'intelligence artificielle en procès, qui a été publié en mai 2020 dans la collection Macro Droit, Micro Droit aux éditions Bruylant, et tu as reçu, l'ouvrage a reçu le prix du Cercle Montesquieu en 2021. Bonjour Yannick. Bonjour Brice et bonjour Sabine. Très très heureux de pouvoir partager cet instant également avec vous. Petite précision, moi aussi j'ai des travaux à la maison, donc j'espère que ça ne perturbera pas le cours du webinaire. En tout cas, je m'en excuse auprès des personnes qui nous regardent. Merci Yannick. Donc le programme du jour, aujourd'hui, alors on va déjà commencer par définir le phénomène que nous vivons, définir ce qu'est ChatGPT et ce qu'il n'est pas. Nous allons aussi évoquer ensuite la question de la réaction face à ce que certains présentent comme un danger, interdire, ne pas interdire, poursuivre, arrêter, freiner. Nous allons ensuite nous interroger sur la possibilité de remplacer le juge par ce nouveau chatbot. Ensuite, nous nous interrogerons sur des questions de données personnelles avec le RGPD et avec une question un peu scandaleuse peut-être. Est-ce qu'on peut parler d'obstacles à l'émergence d'un chat GPT européen ? Ensuite, nous nous interrogerons sur l'impact que peut avoir ChatGPT en matière d'éducation et les risques de fracture générationnelle. Ensuite, nous nous interrogerons sur l'encadrement de ChatGPT. Et enfin, nous terminerons sur la place des valeurs dans cette promesse de révolution. Alors, concernant les questions, je vous invite les questions et les réactions, je vous invite à les renseigner dans la partie commentaires et nous y reviendrons en fin de session. Premièrement, nous allons donc nous interroger sur la définition du phénomène. Est-ce que Yannick, Sabine, pour commencer Sabine peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est pour vous et ce que n'est pas pour vous ChatGPT ? Alors, je pense que déjà, ChatGPT, c'est tu l'as dit, donc un phénomène, mais c'est surtout une intelligence artificielle. Et je pense qu'il faut distinguer les deux sites. C'est une intelligence artificielle qui a une fonction générale, c'est-à-dire qu'elle a la fonction de générer une réponse, un langage, un résultat, et que ce résultat, enfin, j'ai envie de dire que ce ChatGPT, c'est pour les philosophes, pour toutes ces nouveaux métiers, c'est un choc épistémologique, dans le sens où c'est d'ores et déjà, ça va interroger la nouvelle manière de connaître, la nouvelle manière de constituer des connaissances valables. Ça va être un choc au niveau des sciences, au niveau de la recherche, mais avant tout, ce choc épistémologique, c'est aussi une question de science politique moderne. Voilà. Ouais, si je peux continuer pour prolonger le propos de Sabine, je pense que en effet, on a face à nous quelque chose qui est absolument saisissant, extraordinaire. Ça nous encourage à rêver, non, mais à projeter en tout cas dans l'avenir. Mais si on se ressaisit un peu, il y a quelque chose d'assez évident déjà dans l'outil tel qu'il nous est présenté. Sabine l'a dit, c'est de l'intelligence artificielle, mot valise d'ailleurs qui permet d'embarquer beaucoup de choses derrière. Je pense il serait urgent de le redéfinir en tant que tel parce que ce qu'on a aujourd'hui, c'est beaucoup plus de la machinerie statistique. Et quand je le dis, c'est pas du tout péjoratif. On fait des choses extraordinaires avec ça, mais on n'est pas en train de créer une intelligence artificielle générale. Je crois qu'il faut vraiment prendre de la distance avec des propos qui seraient très très enthousiastes, parce qu'encore une fois, l'outil est saisissant et très amusant. Je pense qu'on s'est tous plus ou moins amusés à poser des questions plus ou moins précises à ChatGPT, mais je reviens sur cette notion de statistique qui est importante. Cela fait de la statistique du langage. Là, on y reviendra. L'objet technologique produit le mot le plus probable à la suite du mot qui est produit. Et encore une fois, je ne dis pas que ça ne permet pas de produire des choses, mais ça génère du texte. C'est l'objet de ces transformers sur une base, encore une fois, de probabilité. Alors, n'allons peut-être pas trop vite aussi. Je suis d'accord avec Sabine, il y a un vrai choc réalisé avec cela. Mais l'histoire des sciences nous montre qu'il y a à la fois des chemins inattendus qui s'ouvrent parfois à nous,
alors qu'on en avait prévu d'autres. Et parfois, et l'intelligence artificielle nous encourage à beaucoup de modestie avec les différents hivers de l'IA qu'il y a eu derrière, de se dire, mais de quoi on parle, qu'est-ce que l'on a? Et cette histoire des sciences, notamment, nous renseigne sur déjà des robots conversationnels. Je pense à Elisa, on est dans les années 60, Joseph Weizenbaum, qui a simulé un thérapeute rogerien en langage Lisp, et sur lesquels, si on avait la mémoire des discours qui étaient contemporains de cette époque, on retrouvait déjà les mêmes emballements et les mêmes perspectives. Alors, des années après, on a vu que ça allait beaucoup moins vite que ce que l'on imaginait. Là aussi, ChatGPT ouvre des possibilités, mais j'espère qu'au travers de la discussion que nous allons avoir, nous allons pouvoir réellement reposer ce dont on parle exactement et reposer des usages concrets, des perspectives concrètes, mais qui éviteront, je l'espère, les fantasmes, parce que je lis beaucoup de choses très, très enthousiastes, parfois un peu trop. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les fantasmes, justement? Alors, selon vous, quels sont les fantasmes un peu récurrents qu'on peut entendre sur le sujet? Je permets, Sabine, juste de reprendre le fil de la discussion, puis je te laisse après, juste derrière, reprendre derrière moi. Les fantasmes, c'est l'anthropomorphisme. C'est-à-dire, je fais référence à cet ingénieur de Google, qui a d'ailleurs peut-être vu des outils un peu plus avancés. Chez lui, c'est Google que ce que l'on a là. Mais c'est la tendance à se projeter, d'y mettre une sorte d'altérité, d'y mettre de l'intention. Alors qu'en réalité, encore une fois, je pense que c'est pas du tout le cas. Il y a un article qui a été assez commenté, qui est sorti il y a pas longtemps chez Microsoft. Chez Microsoft, c'est les chercheurs de Microsoft qui disent des sparkles of intelligence, des étincelles d'intelligence qui sortiraient de ça. Or, la complexité des réseaux de neurones que l'on met aujourd'hui, et encore une fois, on a des termes anthropomorphiques qui sont très très bons en marketing parce qu'il y a une ressemblance, évidemment, immédiatement, ça appelle à une ressemblance avec le cerveau humain. Or, c'est pas du tout ce que l'on crée. Pas du tout. Ce que l'on crée, encore une fois, c'est des approches statistiques très sophistiquées, très complexes, qui permettent des choses qui sont intéressantes. J'y reviendrai d'ailleurs sur les possibilités, parce que mon propos n'est pas de dire on ne peut rien en faire, ça n'a pas d'intérêt. Mon propos est de dire attention, les étincelles d'intelligence que l'on croit discerner sont à peu près celles que j'avais dans mon ordinateur Amstrad dans les années 80, où on parlait déjà d'intelligence artificielle à ce moment-là, et on avait juste des programmes informatiques qui étaient assez sophistiqués. Donc aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut, là, la distance qu'il faut prendre, c'est que attention à l'anthropomorphisme, attention d'aller trop loin au discours transhumaniste ou d'autres styles de discours de cette nature-là. Le danger, s'il y en a, n'est pas nécessairement là où nous pointent aujourd'hui les grands industriels. On a vu beaucoup de propos se multiplier. Et de l'autre côté, on a en face de nous une machine statistique. Oui, je vais évidemment dans le sens de Yannick. Pour moi, il y a deux types de discours qu'on voit bien dans le monde de la tech. Certains considèrent que l'émergence de la conscience de l'IA est imminente, c'est une question de temps, mais quand même imminente, et d'autres estiment que c'est juste un fantasme. Et ce qui est intéressant dans les paradoxes, Yannick parle aussi de pompier pyromane, parmi les premiers qui comptent évidemment Elon Musk, Sam Altman, il y a une sorte de contradiction. Tout en consacrant énormément d'argent à la recherche sur l'IA, ils assurent que l'IA en même temps est très risquée en raison de l'arrivée de puissantes machines et donc quelque part ils vont axer aussi leur réflexion sur le fait qu'il va falloir que les humains, face à cette conscience de l'IA, de la machine, de cette machine surintelligente, il va falloir que l'humain s'équipe, et c'est toute la problématique aussi de Neuralink, qui est de mettre des puces dans les cerveaux humains pour s'augmenter face à cette machine qui devient de plus en plus performante. Donc là aussi, c'est aussi une question tech, mais c'est une question philosophique et c'est une question évidemment politique. Voilà. Merci. Alors justement, concernant les réactions, on a eu quelques levées de boucliers, des appels au moratoire que vous venez d'évoquer. Des universités ont interdit son utilisation, des pays l'ont bloqué, puis finalement l'ont autorisé. Là, je pense évidemment à l'Italie. Alors, quelle est la bonne réaction à adopter face à ce mouvement? Est-ce que il faut interdire, bloquer, freiner? Quelle réaction adopter? Sabine, je te laisse. Si tu veux. Alors,
Moi, évidemment, personnellement, je suis contre un moratoire parce que on peut pas arrêter la recherche. On est, Yannick et moi, des chercheurs. Je veux dire, on entre dans une ère absolument passionnante, un tournant de l'humanité. Alors, indépendamment du choc épistémologique dont je parlais au départ, j'imagine en fait que l'université, il faut pas qu'elle se concentre uniquement sur ces nouveaux modèles émergents qui vont changer un peu la manière de faire de la recherche. Il va falloir qu'elle se concentre aussi à peut-être créer une chaire épistémologique interdisciplinaire pour réfléchir aux différents enjeux de cette déclinaison de changements qui vont toucher l'ensemble des secteurs. Donc, pour moi, il y a une réflexion de bac à sable, de mettre des experts autour de la table, des différents métiers, pour faire émerger une réflexion, une régulation et pouvoir encadrer justement ces ovnis tech. Donc, voilà la première idée, évidemment, être contre un moratoire, puisque ce moratoire, pour moi, c'est presque de la manipulation de ces pompiers pyromanes. Oui, tout à fait d'accord avec toi, Sabine. Je pense qu'il faut être clair sur les stratégies qui sont à l'œuvre. C'est pas par hasard si ce moratoire sort. D'ailleurs, bon, j'ai eu l'occasion de discuter avec une personne qui a été à l'initiative de ce moratoire. Je pense qu'ils sont un peu fait dépasser avec l'arrivée impromptue d'Elon Musk dans ce qui a été annoncé. Mais les intentions ont du sens au départ. Je dis pas du moratoire, mais de la lettre, de l'appel. Le sens, il est dans le fait de prendre un pas de recul. Je parlais du terme de sidération. Je pense qu'on est réellement dans cet état psychologique quand on utilise ce type d'outil pour la première fois, et pour peu qu'on n'ait pas nécessairement, et c'est pas du tout péjoratif quand je le dis, mais du culture tech derrière ça, mais qu'on est juste face à l'outil qui génère un langage de cette nature-là, on ne peut être qu'être saisi. Or, en étant dans cet état de sidération, c'est un très très mauvais conseiller pour essayer d'objectiver ce que l'on voit. Donc, je pense que le premier conseil, Brice, en tout cas que l'on pourrait donner, c'est juste de prendre déjà un pas de recul, on reprend son souffle et on essaie de comprendre ce que l'on a en face de nous. Et ce que l'on a en face de nous est assez simple. D'une part, une industrie tech. Une industrie tech qui a des intérêts et pas nécessairement des agendas convergents, qui sont des industries qui sont en compétition les unes avec les autres. Et donc, quand on a des gens comme Elon Musk qui viennent dire « Ouh là 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 là, attention », et discours d'ailleurs assez ancien de sa part, on a des dangers incroyables qui arrivent avec l'intelligence artificielle. En réalité, ça qualifie pour lui l'objet comme étant un objet dangereux, donc qui fonctionne. Et il évite ainsi de devoir développer sur les réelles faiblesses des systèmes que l'on a aujourd'hui en face de nous. Ou encore une fois, mon propos n'est pas de dire qu'on n'en fait rien, mais il y a des problématiques théoriques aujourd'hui que l'on connaît assez bien en matière d'intelligence artificielle, notamment des choses qui peuvent paraître assez nébuleuses comme l'indécidabilité, qui est quelque chose qui est très connu dans le champ de la recherche et des algorithmes. Mais grosso modo, on n'a pas une manière théorique de prouver que ce système fonctionne comme il doit bien fonctionner. Alors malgré tout, on voit que ça produit des choses, c'est intéressant, on ne va pas les jeter à la poubelle pour autant, mais on voit qu'on a des vraies problématiques scientifiques et quelque chose qui n'est pas aujourd'hui débattu, mais je pense qu'il faut le remettre au cœur aujourd'hui du propos, de penser que le cerveau est une machine. Et ça nous vient des cybernéticiens, ça nous vient d'un héritage scientifique assez ancien, où là aussi, je pense que c'est intéressant d'étudier qu'il y a de la controverse sur ce sujet-là. Et ce qui est intéressant, c'est que pour les tenants d'un cerveau-machine, eh bien, on arriverait à ce moment-là avec des mécaniques assez simples ou de plus en plus sophistiquées, en tout cas, on serait sur la voie de pouvoir reproduire le cerveau de cette manière. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de présupposés aujourd'hui dans ces démarches-là, dont on ne débat pas. Et ces appels au moratoire qui nous incitent à une sorte de peur, en tout cas qui nous saisissent, à nous en attention, regardez ce qui va arriver, eh bien, nous divertit de réels débats de fond qu'on devrait avoir aujourd'hui, en disant, encore une fois, mais qu'est-ce que nous sommes en train de créer? Sur quelle voie scientifique sommes-nous en train de créer? Quel est l'avantage, le bénéfice et les limites d'utiliser des statistiques pour essayer d'imiter du raisonnement. Tout ça, dans le champ des statistiques, d'ailleurs, il y a des choses qui sont aujourd'hui plutôt très bien connues, qu'on pourrait tout à fait réactiver dans le débat qui sont actuels. Donc, je pense, et pour aller un peu plus directement au but par rapport à la question qui a été posée,
Aujourd'hui, il y a des agendas de l'industrie numérique qui convergent pour pouvoir donner de l'importance aux dispositifs que l'on qualifie d'intelligence artificielle, encore une fois, qui sont plutôt des systèmes algorithmiques statistiques sophistiqués, pour les rendre crédibles et dire attention, on va tout casser, et si vous ne retenez pas avec de la régulation, on va tout casser. Mais dans le même temps, Sam Altman, qui a été reçu là il y a encore quelques jours en Europe, nous dit de la régulation, mais pas trop quand même, parce qu'il faudrait pas non plus trop nous ralentir. Donc, on est face à des discours qui sont assez difficiles à décrypter de la part des profanes et du grand public autour de ça, des craintes qui sont agitées, et encore une fois, qui répondent, selon moi, à plutôt un agenda de l'industrie informatique et numérique qui a réussi à crédibiliser ces outils comme étant des outils, une solution un peu universelle à plein de problèmes. Or, Brice, je vais conclure là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, dans les moratoires qui ont été écrits, et peut-être d'autres, dans des lettres plutôt qui ont été écrites, l'idée d'un moratoire est très mauvaise parce que déjà, on va pas ralentir la science et la recherche. Et je vois pas bien ce qu'on arriverait d'ailleurs à ralentir au niveau international avec ça. Mais plutôt, on devrait encourager, approfondir, comme le disait Sabine, une recherche multidisciplinaire sous plusieurs angles qui nous aide à démystifier ces objets-là. Et encore une fois, il ne s'agit pas de les exclure du champ de nos utilisations professionnelles, mais de les utiliser au mieux, de façon à pas tout casser d'un côté, et peut-être d'un autre, et ça je pense que ça va intéresser les industriels, à crédibiliser, créer de la confiance. Parce qu'à trop vendre quelque chose qui ne réalise pas ses promesses, eh bien on perd la confiance des personnes ou qui les achètent ou qui les utilisent. Donc, comprendre et pas forcément convaincu par le moratoire. Pas du tout. Alors, concernant maintenant la fracture générationnelle, qu'entend-on par là? Alors, maintenant, en matière d'éducation, on sait que c'est un des secteurs qui a été le plus ému face à l'émergence de ChatGPT, notamment il y a eu des craintes pour les questions de plagiat, mais aussi généralement les élèves qui ont utilisé ChatGPT pour faire leurs devoirs à leur place. Alors sans apporter évidemment de jugement sur ça, est-ce qu'il n'y a pas un risque de fracture générationnelle dans la mesure où certaines générations vivront avec ChatGPT dès l'école, auront un rapport complètement différent avec la connaissance par rapport aux anciennes générations, puisque aujourd'hui il n'y a plus besoin d'aller chercher de l'information, de la réunir, il suffit juste de demander à un chatbot et d'avoir une réponse. Alors est-ce que Sabine et Yannick, est-ce qu'il n'y a pas donc un bouleversement profond dans ce rapport à la connaissance et à l'éducation qui entraînerait une fracture générationnelle? Alors, tout d'abord, c'est la position pour moi de l'université. Comment l'université va se réinventer, les anciens enseignants-chercheurs ou les anciens profs d'université. Et pour moi, c'est vraiment une question qui, déjà, ChatGPT sur l'effet direct sur la pédagogie. C'est-à-dire, on est sur l'idée de qu'est-ce dans ces circonstances, comment les mentalités actuelles peuvent évoluer et je pense que l'université commettrait, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure déjà, commettrait une erreur à se focaliser uniquement sur la pédagogie. Donc, je pense que évidemment, moi d'ailleurs, j'ai utilisé ChatGPT pour rédiger avec mes étudiants une charte éthique c'était des étudiants ingénieurs. Et donc, j'ai utilisé ChatGPT pour justement rédiger une charte éthique et on a fait des captures d'écran et de ces captures d'écran, par exemple, on en a tiré, on a vu après les sources, on en a tiré peut-être un résultat et on a challengé ce que nous disait ChatGPT par rapport à ce que l'humain, ce que nous, on aurait écrit pour faire une charte éthique. C'est vrai que les résultats étaient tout à fait surprenants. Donc, pour répondre plus directement à ta question, Brice, c'est de se dire, on a aujourd'hui ces nouveaux outils qui sont, et on se doit de, pour moi, marcher avec. Et il y a un élément qui est clair pour moi, c'est comment on va former tout le monde, les magistrats, mais aussi les étudiants, mais aussi les professeurs à ces nouvelles
ces nouvelles pédagogies, à ces nouvelles… Comment on va accompagner cette transition, comment on va prendre la main de certains et comment on va faire le pan. Et c'est pour ça que je pense que la recherche interdisciplinaire est absolument tout à fait ne plus bosser en silo, mais vraiment être dans l'interdisciplinaire. Le droit, les profs de droit doivent se déplacer dans les écoles d'ingénieurs, les ingénieurs doivent se déplacer dans les écoles de droit, et c'est ces différents ponts qui feront en sorte qu'on arrivera à justement prendre le meilleur de la machine. Ouais, moi d'ailleurs, tout à fait, Sabine. Moi j'y réfléchissais d'ailleurs il y a pas très longtemps, hein, là, dans un article qui a été publié hier dans actujuridique.fr, où je prends l'image de la machine à calculer dans cet article. Et je pense que voilà, c'est pas tout à fait stupide hein, comme comparaison de se dire, on a des machines à calculer hein, qui existent, qui ont été vulgarisées maintenant il y a quelques dizaines d'années, et pour autant ça n'a pas du tout rendu les élèves tout à fait stupides. Mais ça c'est inséré dans un processus pédagogique dans lequel on apprend d'abord à calculer soi-même avec différentes méthodes, et ensuite, quand on en vient sur des concepts un peu plus complexes, eh bien la machine vient aider pour aller plus loin dans des contextes un peu plus complexes. Donc là, on a une machine à calculer des probabilités de langage. Donc, une des perspectives possibles, moi qui me semble encore une fois intéressante à évoquer, c'est de se dire que ces outils-là ne sont pas à exclure, ils sont là de toute manière, et qu'on le veuille ou non, ils seront utilisés. Mais comment on apprend à nos étudiants à l'utiliser, comment on apprend à faire du prompt, parce qu'aujourd'hui c'est un peu le phénomène de mode, mais on voit bien que comme pour de la programmation, il y a une manière de pouvoir diriger la machine et de diriger de la créativité de la machine. Alors il y a une limite hein, à ça dans ce que je viens de dire, c'est que la machine à calculer, quand on lui dit 1 plus 1, elle va dire invariablement 2. Hein, les outils de génération de langage, on va leur poser les mêmes questions et selon les modèles, le temps, les méthodes, ça répondra pas toujours la même chose. Ça fait preuve d'inventivité. D'ailleurs, aux grandes dames d'un avocat new-yorkais, vous avez vu cet article hein, il y a pas longtemps là hein, qui est paru, hein, qui avait utilisé ChatGPT pour des conclusions et ça a inventé des précédents, ça a inventé des décisions de justice. Donc voilà où s'arrête la comparaison. Mais dans l'outillage, dans la place de l'outillage, je pense qu'aujourd'hui il y a une vraie dimension à apprendre. Grand 1, je redis ce que je disais tout à l'heure, comprendre ce dont on parle, c'est quoi comme type d'outil, hein, c'est pas un moteur de recherche, ce n'est pas un moteur de recherche, ça va créer du contenu probable par rapport à un contexte, et grand 2, comment on l'insère dans nos propres chaînes de production, et ça c'est pour le coup, une vraie réflexion de fond à avoir aujourd'hui, où sans se précipiter à adopter dans tous les étages des processus d'organisation, entreprise, secteur public, intéressé à intégrer dans tous les étages de l'IA, se dire où est-ce que j'ai le plus de valeur ajoutée, hein, où est-ce que aujourd'hui j'admets, où je contrecarre un risque hein, qui peut arriver avec ces nouveaux outils-là, hein, pour le reformuler, ou est-ce que en comprenant ce dont je parle et les outils exactement qu'on a à faire, où est-ce que j'ai le plus de valeur ajoutée à les utiliser. Ça, je pense que ça a du sens. Et nos étudiants, particulièrement en droit, hein, on doit pouvoir les amener aujourd'hui à ce type aussi de réflexion. Merci à vous. Alors, nouvelle question concernant cette fois-ci les cyberjuges, les juges robots. Aujourd'hui, avec l'émergence de ChatGPT, beaucoup de métiers intellectuels qu'on pensait irremplaçables par une machine se posent des questions. L'improbable hier devient impossible aujourd'hui. Personne ne semble plus irremplaçable. Alors, on va se concentrer sur donc le métier de juge. Certains juges ont utilisé ChatGPT, on pense notamment à un cas en Colombie. Est-ce que demain, et quand je dis demain, c'est littéralement très bientôt, est-ce qu'on peut carrément s'attendre à l'émergence de juges robots, de juges à base d'intelligence artificielle? Yannick, Sabine. Sabine, je te laisse démarrer. Alors, merci pour cette question. C'est vrai que moi, c'est une question qui me passionne. Qui me passionne pour plusieurs raisons. D'abord, dans le raisonnement de la machine, vous avez if, then, et on a vraiment une comparaison avec le langage juridique, puisque si on a les bonnes conditions, on va en tirer les conséquences. S'il se passe quelque chose en droit, et ben alors on aura telle sanction. Donc on est sur le même type de raisonnement, et donc si on met dans la machine un contexte,
même s'il est hors contexte, on lui met un contexte, il va donner une réponse. Et donc, c'est là où on voit le cabinet Allen Overy qui a créé son Harvey. Alors, on reviendra là-dessus, mais l'idée, c'est que finalement, il y a un socle juridico-logico-linguistique qui peut très bien ressembler à notre chat GPT. Et donc, pour le juriste, il s'agira peut-être de comprendre pour 70% des cas qu'il peut avoir une réponse assez pertinente puisque le prompt juridique, c'est-à-dire la question qu'on pose à chat, s'il est bien fait, vraisemblablement, un stagiaire ou un élève avocat aura très bien peut-être la même réponse, sans enlever toutes les qualités humaines du stagiaire ou de l'élève avocat. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'un nouveau métier se dessine peut-être un tout petit peu, non pas être remplacé, mais faire un arbitrage entre les différentes solutions que Chat pourra nous proposer sur des questions qui sont pas si complexes que ça. Alors vraiment, j'attends beaucoup d'une discussion, bien sûr, mais on pourrait très bien imaginer un arbitrage donc qui reposera sur et du coup qui remettrait un peu en cause le métier du juriste, même du bon juriste, qui et moi, et c'est pour ça que j'insiste encore que le juriste soit formé à la tech. C'est la démarche que Yannick et moi on a fait aussi, on a fait ce choix parce que il faudrait que le juriste comprenne la conception même des systèmes pour pouvoir avoir une réponse la plus juridico-sensée. Voilà. Donc voilà une première réponse. Et puis après, c'est vrai que l'idée d'un cyberjuge, alors on a plein de mécanismes, on a des mécanismes aujourd'hui de règlement de différends comme Cléros, des plateformes d'incentive économique où on va voter avec la loi de la majorité pour savoir si Bob ou Alice, si on est plutôt pour Bob ou pour Alice. Mais au-delà de ça, on peut voir très bien qu'il y a une question d'accès à la justice dans des tout petits dossiers et peut-être que l'intelligence artificielle ou la solution Cléros serait dans des systèmes très peu complexes, on parle de justice décentralisée et pas d'arbitrage, pourrait peut-être répondre à des questions juridiques très simples. Après, pour ce qui est le complexe, moi, je milite pour l'arbitrage ou la médiation, c'est-à-dire que j'estime que l'arbitrage comme la médiation sont potentiellement des terres d'accueil du règlement de litiges complexes et donc peut-être créer des systèmes, des institutions de cyberjustice ou en tout cas créer des services dédiés où on comprenne toutes ces tous ces futurs litiges émergents. Voilà. Ouais, merci Sabine. Moi, de mon côté, je m'autorisais une divergence avec toi sur la fonction de juger. Mais là où je te rejoins vraiment, c'est sur l'avenir de la médiation, des modes alternatifs à un règlement du litige, où je pense qu'aujourd'hui, on a des voies de résolution de contentieux qui à la fois sont efficaces, sont pertinentes. On voit même d'ailleurs, au titre aujourd'hui en matière pénale, la possibilité même de transiger en amont de certains de poursuites. Et je trouve que, enfin voilà, pour plein de raisons, je trouve ça plutôt intéressant comme type de réflexion. C'est vraiment une réflexion d'avenir pour la justice. Donc ça, vraiment, je le conteste pas. Là où ça me pose un peu plus de difficultés de mon côté, mais vraiment dans le respect du contradictoire de ce que tu viens d'évoquer, c'est que l'affaire de juger, c'est interpréter du droit. Et interpréter du droit, alors je vais faire référence un peu à la théorie du droit, je suis pas un pro du domaine, mais les quelques éléments que j'ai lus m'ont vraiment interpellé, c'est qu'on peut avoir dans un système juridique, un ordre juridique donné, un raisonnement qui est juridiquement valide, mais qui va prendre deux décisions contradictoires. Et ça, c'est quelque chose, tu disais le Ibsen, Sabine, ben, c'était pas aussi direct que ça. C'est-à-dire que suivant les arbitrages et l'interprétation que tu vas opérer, et dans un système juridique cohérent.
les choses que tu vas faire primer les unes sur les autres, eh bien, tu peux arriver à des raisonnements différents. Et ça, moi, je ne sais pas bien aujourd'hui ce qu'on modélise quand on modélise par de l'apprentissage automatique des tonnes de décisions de jurisprudence. Qu'on modélise, vraisemblablement, grand 1, c'est de la régularité de langage. C'est-à-dire qu'une machine qui va avoir beaucoup de décisions de justice va se rendre compte qu'il y a des régularités. Super. Mais pour autant, est-ce que ça restitue exactement l'essence du système juridique en tant que tel? Est-ce que quand on prend des masses de décisions de première instance en matière d'affaires familiales, qu'est-ce qu'on révèle de l'attitude du juge? Qu'est-ce qu'on révèle de l'attitude des parties? Qu'est-ce qu'on révèle de l'application du droit lui-même? Et ça, je pense qu'il y a une sorte de mystique autour de ça qu'il faudrait dissoudre de manière scientifique, raisonnée, documentée et prouvée pour montrer que ce que l'on documente en réalité en faisant ces masses de traitements statistiques, c'est bien moins le système judiciaire lui-même que grand 1, je le disais, l'emploi déjà d'un langage régulier, et grand 2, ça va peut-être vous choquer en disant ça, mais aussi l'automatisation qui est déjà existante dans la justice au sein de trames. L'exemple que je vais vous prendre est très éloquent, je ne vais pas faire trop long. C'est une étude de 2016 de l'University College London, très connue, sur la manière dont la CEDH a trouvé des décisions reproduites par une machine à vecteur de support, donc un des types d'apprentissage automatique. L'article du Guardian, clair, 79% des décisions reproduites par une intelligence artificielle. Ici, à Strasbourg, je caricature, mais imaginez la panique que ça représente, en disant c'est bon, on n'a plus besoin de juges, on va mettre des machines à la place qui vont pouvoir traiter ça. Or, quand on regarde l'article, il est assez éloquent. Ce qu'ils ont réalisé, ce que les chercheurs ont réalisé, et là on a la chance parce qu'on n'a pas de boîte noire en tant que telle, puisqu'on n'est pas sur une application commerciale, c'est de la recherche, donc on a un accès total à la démarche des concepteurs. Et là, les démarches des concepteurs, c'est de la fréquence d'apparition de mots ou de concepts de mots. Et c'est très différent du raisonnement juridique, cette affaire-là. Et ce que les chercheurs ont révélé, j'en ai discuté avec un des auteurs, et qui m'a dit que mon hypothèse était aussi valable que d'autres qu'ils avaient pu émettre, c'était l'utilisation de trames. Est-ce que le système n'avait pas plutôt révélé que dans certains types de violations, eh bien, on avait l'utilisation plus systématique par les juristes de choses lexicales, d'instruments lexicaux qui ressemblaient à cela. Donc, je conclue là-dessus, je ne vais pas être trop long, mais quand on parle de cyberjuge ou d'aller vers un système de résolution de litiges en ligne, sur quoi veut-on se baser? Si on veut se baser sur du droit, et qu'aujourd'hui on veut être solide sur les bases qui sont les nôtres. Grand 1, un système démocratique, où on établit des règles, la loi, par de la délibération. Deuxième temps, que cette délibération-là, par l'état de droit, soit ce qui nous organise en tant que société. Eh bien, à ce moment-là, on y vient avec les inconvénients du système juridique que je vous évoquais et sur lesquels les machines vont être en réalité assez peu opérantes. Parce que sur les contentieux de masse, on a d'autres voies d'automatisation que l'IA pour traiter les contentieux de masse, entre parenthèses, on n'a pas nécessairement besoin d'IA pour ça. Et sur les contentieux simples, les avocats, les magistrats, ils ont leur gamme, on n'a pas besoin d'outillage là-dessus. Et sur les affaires complexes, eh bien, moi, si j'étais avocat, j'adorerais challenger la machine. Que les 10% de statistiques dans lesquelles la machine me dit il n'y a aucune chance que vous ayez gain de cause, mais c'est ça que j'ai envie de challenger parce que c'est l'intérêt de mon client et parce que peut-être que le système juridique mérite qu'il y ait cette vérité judiciaire qui émerge au travers d'une affaire qui est en dehors des clous statistiques. Donc, dans première hypothèse que je viens d'émettre, de dire on est dans un état de droit, un système démocratique, eh bien, la machine, l'automatisation de la machine, finalement, a assez peu de place là-dedans. Maintenant, si on admet collectivement qu'on préfère être jugé par du calcul qui est maîtrisé par les concepteurs de ces outils-là et qu'on substitue le calcul au droit, là, on est dans une autre affaire. Peut-être que ça fonctionnera, mais on doit admettre à ce moment-là collectivement qu'on ne veut plus vivre dans un système démocratique, mais qu'on veut vivre dans un autre système où le calcul aura une primauté. C'est ce que j'appelais dans mon livre l'état des algorithmes. D'autres auteurs l'appellent d'une autre manière, mais on n'est plus dans un état de droit, on est dans autre chose. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas évoluer, mais ce qu'on a gagné avec le siècle des Lumières, peut-être on devrait essayer de ne pas tout casser, parce qu'on a de nouveaux outils qui arrivent et avec lesquels on essaye de jouer. Alors, juste,
juste une toute petite réflexion pour te dire, Yannick, que je suis quand même malgré tout d'accord avec toi. Je parlais de l'activité juridique usuelle, c'est-à-dire l'activité juridique de base qu'allait nous donner, c'est pas tant sur des statistiques de dossiers, qu'allait nous donner des premières prémices de solutions. Là, pourquoi pas le juriste allait jouer avec ces différentes solutions et après arbitrer en toute intelligence, comme il faisait avec l'extenso, mais avec l'extenso implémenté avec l'intelligence artificielle. Moi, je suis tout à fait je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, mais pour moi, finalement, quand on fait du droit, on n'est pas loin quand même pour l'activité juridique usuelle. Tu sais à quel point j'aime le droit. Pour moi, il y a aussi un droit qui est parfois hors du droit. Et c'est ce hors du droit qui est pour moi l'état de droit. Et je n'ai aucune envie pour les générations futures, pour le tournant qu'on prend de l'humanité, d'être dans un smart contract de gouvernance où on nous explique ce qui est, et finalement qu'on soit finalement dans des standards du droit. Donc pour moi, le pas de côté que je veux faire, c'est dire que le droit, quelque part, comme il avait été compris à un moment donné, était peut-être avec ce dopage juridique dont parlait beaucoup Bruno Petit, qui parlait de l'inflation des lois, dont le juge que tu es, dont les juristes que je suis ne peuvent pas appréhender. Aujourd'hui, peut-être qu'avec cet outil, on pourrait l'appréhender et avoir des solutions plus pérennes qui nous invitent à réfléchir sur le vrai rôle du droit. Voilà. Merci à vous. Alors, vous soulevez des questions de choix politiques, d'organisation, de destin, en fait. Alors, la question suivante va être intéressante. Concernant la souveraineté européenne, ChatGPT est édité par OpenAI, une entreprise américaine. Compte tenu du taux de pénétration de la solution, là, on est à près de 200 millions d'utilisateurs dans le monde en seulement 6 mois. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur la souveraineté européenne à laisser une seule entreprise américaine qui plus est, dominer le marché de manière incontestable? Yannick. Ouais, je me lance, allez, ouais. Évidemment, oui. Pour répondre directement à ta question, Brice, oui, évidemment. Mais il n'y a pas qu'OpenAI, hein. Il y en a d'autres modèles aujourd'hui qui sont publiés, hein, puisque les modèles GPT sont connus depuis assez longtemps. On a d'autres modèles concurrents aujourd'hui qui sortent, dont certains d'ailleurs sont plus ouverts que le modèle d'OpenAI. Donc, une des questions, en tout cas si tu interrogez un chercheur dans le domaine comme Yann Lequin, il te dirait, il militerait certainement pour des modèles beaucoup plus ouverts, hein, pour que l'ensemble de la communauté mondiale, justement, puisse s'en saisir et les utiliser. Maintenant, alors, pareil, hein, sans être naïf, et c'est ce que je disais à des collègues il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière d'ailleurs là-dessus, hein, la première question à se poser, c'est où vont nos données? Et ça, en termes de souveraineté, tu as raison de poser la question, Brice, puisqu'aujourd'hui, hein, même pour les usages en douce de ChatGPT ou d'autres modèles de cette nature-là, moi j'ai des collègues qui s'amusent avec, voilà, chez nous, hein, on voit, mais la grande prudence qu'il y a à avoir, c'est de ne pas mettre de données sensibles naturellement dedans. Parce que ces données-là, hein, les conditions d'utilisation sont assez claires, les données partent ensuite ailleurs et deviennent la propriété, hein, de OpenAI s'agissant de ChatGPT. Donc, la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est que ces outils, sous l'apparence d'abord de la gratuité, maintenant il y a des modèles payants qui sont arrivés, c'est qui j'aide déjà. Alors moi, je viens travailler pour OpenAI gratos, hein, mais c'est le cas. Hein, on a tous travaillé quelque part pour OpenAI en faisant comme ça fonctionner la machine. Et la deuxième chose, les données où elles partent, qui s'en saisit, pour quelle fin, et à qui appartiennent les modèles, je pense que c'est important. D'ailleurs, Brice, juste une petite digression, mais qui a vraiment son intérêt pour ta réponse, c'est que, d'ailleurs, quelles que soient les entreprises, européennes, américaines, chinoises, ou peu importe, aujourd'hui, quand on teste des solutions d'intelligence artificielle, une des vraies questions à se poser, d'ailleurs, c'est, OK, vous voulez des données, c'est pas un souci, mais quelle est la propriété du modèle derrière qui va être entraîné? Là, je pense à des organisations publiques qui peuvent être séduites
par des offres logicielles qui vont entraîner des machines, mais derrière, une fois que la machine est entraînée, que le modèle est établi, à qui appartient le modèle? Est-ce qu'il y a des utilisations commerciales qui vont être faites derrière? Je ne dis pas que c'est mal. Ce que je dis, c'est que ça doit être dans l'équilibre du contrat, connu dès le départ entre toutes les parties. Et pour conclure, on se le disait lors de la préparation du webinaire, des cerveaux européens, il y en a en matière d'intelligence artificielle. Je citais Yann Lecoeur, il est français. On pourrait parler de Yoshua Bengio, le deuxième des trois qui a permis la résurgence des réseaux de neurones et de faire émerger l'apprentissage profond. Yoshua Bengio est franco-marocain et travaille actuellement au Canada. Donc, des cerveaux francophones, on en a sur le sujet. Pour moi, la vraie question, c'est comment on les retient aujourd'hui sur notre territoire. Et je vais être un peu naïf en disant ça, mais Sabine, j'accepterai que tu me challenges sur l'affirmation que je vais faire. On ne travaille pas pour la beauté du geste, mais aujourd'hui, donner du sens. On voit tous les propos de Yoshua Bengio qui s'inquiète du sens de ce qu'il produit. Eh bien, si sur le territoire européen, on donnait aux chercheurs du sens profond à ce que l'on produit avec de l'intelligence artificielle, il n'y a pas que l'argent qui permettrait de les retenir, mais se dire, on est en train de construire des systèmes avec des valeurs. Et ça, pour le coup, l'Europe peut se distinguer totalement de la Chine, puisque eux, ce qu'ils ont embarqué comme valeur dans leur approche de l'intelligence artificielle, c'est un système de contrôle et de discipline de la population. Voilà. Et du côté américain, ce que l'on a, on a une énorme liberté qui est la clé de lecture à comprendre pour le continent américain, une totale liberté où c'est un peu le Far West. Le premier arrivé sera le premier servi. Donc nous, Européens, on a un vrai modèle de civilisation aussi à proposer là-dedans. Et je pense que pour affirmer notre modèle de souveraineté, eh bien, on ne devrait pas déroger aujourd'hui à ces valeurs qui nous caractérisent et qui peuvent être un vrai avantage, qui seront un vrai avantage pour moi de compétitivité en disant que ce que l'on garantit, si on utilise des intelligences artificielles avec le label CE, eh bien, c'est que les choses ont été faites correctement, tant en matière de protection des données qu'en matière de limitation de biais ou d'autres éléments sur, encore une fois, les discriminations, la vie privée, tout ce qu'on peut imaginer derrière. Oui, alors, que ce soit le RGPD ou cette stratégie européenne sur l'IA, de toute façon, on a plein de textes là qui émergent, l'IA Act, le Data Act, le Data Governance Act, etc. Et on a vraiment l'impression que l'Europe se saisit de cette volonté d'être un modèle. Le prochain slide, c'est sur le RGPD, c'est un modèle. Et donc assez vite, on voit bien que il y a une voie européenne. Et moi, évidemment, et alors Yannick encore plus, on s'inscrit vraiment dans cette éthique, dans cette volonté éthique de l'Europe. Mais peut-être que justement, les sandbox ou les méthodologies de régulation sandbox, c'est-à-dire mettre des experts autour de la table pour justement tester les nouveaux usages. Notamment, vous avez vu dans l'IA Act, maintenant il y a une partie sur ChatGPT, donc il y a une vraie mobilisation de l'Union européenne pour développer son modèle, loin du capitalisme de surveillance de la Chine et loin du capitalisme tout court des États-Unis. Donc, il y a vraiment une démarche de modèle éthique. Et je pense que moi, je milite pour une approche bottom-up, c'est-à-dire que les initiatives, la réflexion éthique par les chercheurs doivent monter et doivent produire une régulation appropriée à ces innovations en ayant compris l'ensemble des enjeux. D'autre part, il y a un point qui me perturbe aussi, c'est l'entraînement de ChatGPT par le langage anglais. Ça, c'est un petit pas de côté, mais en fait, ça sera pas la même pensée qu'on modélise, ça sera pas les mêmes chiffres dans le modèle mathématique. Si on s'entraînait sur de l'allemand ou sur du français ou sur de l'italien ou sur de l'espagnol,
on ne serait pas dans les mêmes modélisations. Et ça, c'est une vraie problématique que l'Europe doit prendre à bras le corps parce que justement, elle n'a pas un modèle unique. Elle a un modèle à prendre en compte, cette diversité européenne. Et je pense qu'on réduirait la pensée si on réduit uniquement le modèle de ChatGPT à une pensée anglaise. Il va y avoir des ravages dans un certain, je dirais, déterminisme linguistique. Voilà. Merci à vous. Alors, dans la même thématique, donc une question volontairement polémique, est-ce que le RGPD peut être considéré comme un obstacle à l'émergence d'un chat GPT européen? Bon, je prends la main, si tu veux, Sabine, après Prends la main. tu complètes. Si les règles nous gênent un peu, si les droits humains nous gênent un peu, si on sent que ça commence à gratter, il y a peut-être une raison. Voilà. Je veux pas dire que ces règles-là ont été prises dans le mépris total de l'intérêt des entrepreneurs et de la capacité à faire, mais ce sont des règles qui sociétalement nous avons posées. Rappelons-nous juste le contexte, je ne veux pas dramatiser. L'après-guerre, on s'est dit plus jamais ça. C'est ça qui a fondé l'approche par les droits humains. Et ça, aujourd'hui, de vouloir déconstruire lentement ces acquis-là, pour moi, renvoie une négation de cette histoire-là. Donc aujourd'hui, quand je vois moi apparaître des réflexions sur l'utilisation, par exemple, de l'IA pour, je mets des gros guillemets derrière ça, détecter les orientations politiques de quelqu'un, détecter les orientations sexuelles de quelqu'un. Mais quelle faillite de la pensée! Ça fait maintenant des décennies qu'on a déconstruit la physiognomonie, qui est le fait de pouvoir induire de caractéristiques physiques des faits. Voilà, c'est une pseudo-science. Et ça, sous le vernis de l'IA, on le voit. Concernant le RGPD en tant que tel, sur la protection de la vie privée, on voit très bien que l'origine de l'inquiétude qu'il y a eu derrière les législateurs dans les années 70, fin 60-70, quand les réflexions ont commencé à apparaître avec la diffusion de l'informatique et la massification de l'informatique, qu'est-ce que les gens avaient en tête derrière? Est-ce que nos aînés qui ont travaillé sur ces textes-là avaient en tête d'empêcher de verrouiller la société de progresser? Mais c'est bien le contraire. C'est bien le contraire. Ce qui a verrouillé à ce moment la société, c'était d'en penser qu'avec un fichage de masse, on pouvait commettre des choses qui étaient absolument affreuses, et que si on met en place de tels mécanismes sans garde-fou, si on a des évolutions politiques sur notre continent européen, et on voit qu'il y a des évolutions politiques qui sont inquiétantes dans de nombreux pays, eh bien, on ne laisse pas les clés d'une machine totalitaire qui pourrait écraser des temps de vie humaine. Alors moi, je veux bien entendre aujourd'hui, et je discute avec des entrepreneurs. Évidemment que moi, le premier, aujourd'hui, j'ai plutôt envie de faire et qu'on m'aide à faire plutôt que d'empêcher de faire. Mais on le fait dans quel cadre? C'est ça la question qui se pose, et au prix de qu'est-ce qu'on veut casser derrière. Voilà. Donc, maintenant qu'il y a des gens qui veulent aller vite et casser des choses, libre à eux. La responsabilité sociétale que nous avons, c'est que ces barrières qui ont été érigées pour de très bonnes raisons, que ces digues tiennent, parce que c'est ce qui fait tenir nos démocraties. Et si demain, je vais prendre un exemple au hasard, on fusionne les identifiants de carte d'identité avec les identifiants en matière d'assurance médicale. C'est le projet Safari en 74, c'est exactement ça. Alors la CNIL aujourd'hui s'est prononcée sur ce projet de fusion avec beaucoup de précautions, et on voit qu'on a des pistes techniques qui existent. Mais si ces règles existent, eh bien, si ça permet de ne pas faire émerger des solutions monstrueuses, je pense que ça remplit son rôle. Maintenant, si on regarde la Chine et des États totalitaires comme étant un objectif qui serait à atteindre parce que on leur laisse faire des choses, ou alors les États-Unis, parce que là aussi, il y a des problèmes qui sont largement débattus aux États-Unis aussi, on regarde la vie privée. Et certains États, comme la Californie, rappelons-le, ont pris des mesures législatives en matière de protection de la vie privée qui ressemblent quand même étrangement sur ce que l'on a fait en Europe. Donc, il y a aussi des débats au sein de la société américaine là-dessus. Donc, soyons plutôt fiers de notre modèle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir sur la manière de mieux faire les choses. Et ça, on voit qu'aujourd'hui, il y a quand même des réflexions autour du HIAC,
sur lesquels il y a de vrais ponts avec le RGPD, et on voit qu'il y a des réflexions qui sont en cours là-dessus. Donc, je ne suis pas pour être figé dans le temps, mais gardons et soyons gardiens de ces digues qui ont été érigées, parce qu'encore une fois, elles ont été faites pour de très bonnes raisons. Oui, alors j'ai vu la prochaine slide sur les valeurs. Je ne sais pas, Brice, moi, je voulais juste intervenir sur une grande partie de l'IA est basée sur des technologies prédictives. Et je pense que les personnes, et donc moi là, pour moi, je mets en garde non seulement sur le RGPD, les données sensibles, mais d'un point de vue éthique, les personnes qui construisent cette IA comprennent très bien le pouvoir qu'ils vont avoir de prédiction dans la manière de prédire les choses et même un certain déterminisme. Et donc, j'estime que on connaît cet algorithme qui va nous suggérer des produits susceptibles de nous plaire. Ça va être la même chose pour les réponses qu'on va lui poser. Et on va avoir un espèce de ChatGPT peut devenir potentiellement un espèce d'horoscope qui va déterminer notre vie, qui va être notre nouvelle Madame Irma et qui va déterminer avec en plus cette capacité à dire je, nous, etc., à interagir, à tout mélanger. Et ben là, nos valeurs sont en danger et l'éthique de juristes, de chercheurs, c'est de mettre en garde sur ces manipulations humaines. Et donc, je rebondis évidemment en parallèle à ce que disait Yannick sur la prédétermination, sur il va y avoir une espèce d'adoption de masse et un risque de masse pour l'éthique. Et c'est vrai, Sabine, hein, on en revient à des termes de gouvernementalité. Alors, ça a été beaucoup employé. Je fais référence à l'article d'Antoinette Rouvroy, brillant, hein, sur la gouvernementalité algorithmique de 2013, qui, en tout cas, à moi, à titre personnel, m'a complètement ouvert à ce champ de réflexion aujourd'hui sur l'absence de neutralité des technologies en termes de gouvernance. Et le glissement, il est là, en fait, qui est en train de s'opérer. Hein, c'est exactement ce que décrivait Sabine, le fait que l'on délègue la gouvernance de notre société à d'autres mécanismes, mais surtout, c'est pas les mécanismes qui sont en cause, c'est ceux qui les maîtrisent, ces mécanismes-là. Hein, et où le glissement de pouvoir en train de s'opérer, ça va être sur le fait que la gentille recommandation qui arrive sur votre smartphone, lentement mais sûrement, devienne quelque chose qui n'est plus du conseil, de l'ordre du conseil, mais de l'ordre de l'injonction, ce qui est très différent. Hein, et sur lequel, mais socialement, c'est un peu ces épisodes de Black Mirror, un peu anxiogènes, hein, mais qui pour autant, en grossissant le trait, nous conduisent à nous poser des questions. Hein, la notation sociale, hein, le fait que je laisse 4 étoiles ou 5 étoiles à mon chauffeur Uber, est-ce que c'est grave? C'est pas grave, mais quelle pression! Nous-mêmes, nous sommes notés par les personnes, par les chauffeurs, pour savoir si on est des bons ou de mauvais clients. Et si on parlait à la place de se noter, si à la place d'en doute, comme ça, en évitant l'anxiété sociale de devoir se parler ou de devoir dire des choses pas nécessairement agréables, on a essayé de résoudre les choses comme ça. Donc, c'est tout ce nouveau mode de gouvernance, d'organisation des relations sociales qui se met en place, qui est vraiment à intellectualiser, à comprendre, pour pas juste se laisser porter vers une société de ce type-là, mais qu'on arrive, pour tirer le meilleur du numérique, à construire une société où le numérique a sa pleine et entière place, mais où, en termes de gouvernance, en termes de relations sociales, on préserve ce qui fait quand même la spécificité de notre espèce, le langage, le dialogue, la contradiction, hein, et où d'ailleurs, je voulais en parler, j'en parle à chaque fois parce que je trouve que c'est très important, et je le cite, c'est Jean Lassague, hein, qui est un philosophe épistémologue, qui un jour, lors d'une conversation de retour d'une conférence dans le train, me dit très sagement et très doctement, mais en fait, on se plante depuis le départ avec l'intelligence artificielle. Parce que créer dans un bocal reproduire un cerveau, c'est pas de l'intelligence. On reproduit une mécanique qui crée de l'intelligence. C'est la discussion que nous avons maintenant.
C'est ça. Et où les gens vont réagir, on va être d'accord, on va avoir de la contradiction. C'est ça qui crée du savoir. Voilà, la question, c'est est-ce qu'on veut être dans une siliconisation du monde avec… donc, pour moi, l'enjeu, il est éminemment… la question, c'est de la science politique moderne. Voilà. Ok, merci à vous deux, merci Yannick, merci Sabine. Ce webinaire touche à sa fin. Vous pouvez retrouver Sabine Vanek-Lepic sur LinkedIn. Vous pouvez également retrouver Yannick Menesseur sur LinkedIn et sur son site internet que je vais partager en même temps dans le chat. Vous pouvez retrouver le webinaire, alors ça c'est évidemment la page de Yannick. Vous pouvez retrouver Nouveaux Médias et Droit du numérique sur LinkedIn. Vous pouvez retrouver bientôt en replay, vidéo, podcast également. Et vous pouvez m'écrire si vous voulez à brice@nouveau.media. Voilà, il y a aussi une newsletter. Je vais vous partager le lien dans le chat. Et voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à ce premier webinaire Focus. Merci Yannick, merci Sabine. Et je vous dis à très bientôt pour un autre webinaire Focus ou webinaire d'actualité sur le droit du numérique. Au revoir. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci. Bonne journée, merci. Merci Yannick.